Dirigeant Pays d'Avignon, nous sommes en direct. Merci d'être avec nous, 10h18. Merci de nous avoir rejoints grâce au groupe IGS, grâce à ses partenaires Talentsoft, Epoca, Unip, Adecco, Expert Agency, la Maison Jean Villard. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. Un rendez-vous un peu particulier, hein, c'est l'acte 4 aujourd'hui, sauf que nous sommes le 19 mai 2021 et il souffle une sorte de vent de liberté, un vent du large, peut-être le vent de la Méditerranée. Le maire de Cannes, le porte-parole de l'Association des maires de France est avec nous. C'est un honneur. David Lisnard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de partager cette heure en notre compagnie. Vous connaissez le principe interactivité avec les internautes qui posent les questions dès maintenant via la plateforme. Elles arrivent ici, on y reviendra tout à l'heure. On retrouvera tout à l'heure Christophe Barbier qui est avec nous, qui est ici déjà en studio, avec son regard décalé et aiguisé sur cette thématique. La santé coûte que coûte, la santé publique peut-elle être à elle seule un projet politique? On en parlera évidemment avec vous, dont on a beaucoup entendu parler durant ces derniers mois. Jean-Daniel Lévy va être là également avec sa scénette du sondeur, des chiffres qui parlent, des chiffres clés. Et on va commencer tout de suite avec ce prologue, avec notre ami Jean-Pierre Hulot, maintenant. Jean-Pierre qui est avec nous comme chaque fois pour chaque épisode, à la fois directeur de ce colloque dirigeant au Pays d'Avignon, DPA, et puis aussi cofondateur du groupe IGS. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fred. Merci d'être là. Bonjour David. Jean-Pierre, année 20, année folle, point d'interrogation, et de 4, hein, ça y est. Hein. Oui, alors et de 4, et justement parce que c'est et de 4, on va peut-être pas ennuyer à nouveau nos auditeurs en expliquant le parallèle qu'on a essayé de faire entre nos années 20 aujourd'hui et les années 1920, donc les années folles. Alors, c'est vrai que le point d'interrogation, tu le soulignais, est important parce que dans le fond, autant on est sûr d'être dans nos années 20 actuellement, autant on ne sait pas encore si elles se révéleront comme des années effectivement folles et surtout folles de quoi. Alors, c'est vrai que les 18 premiers mois qu'on vient de vivre, on ne peut pas dire que ça a été parfaitement folichon. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai, tu le soulignais, qu'on est le 19 mai aujourd'hui, que commence à s'entrouvrir peut-être j'ose pas dire les prisons, mais enfin, ce qui nous encadrait, ce qui à un moment donné semblait nous priver un petit peu de liberté. Donc c'est important, je crois que les terrasses sont en train de rouvrir, les cinémas, les théâtres, les musées, enfin tous ces lieux publics qui sont en train effectivement de revenir à la vie. Et c'est vrai qu'on a un peu le sentiment de quelque chose qui ressemble au retour à la vie d'avant. Oui, c'est ça. Alors on le voit, hein, les masques tombent, les nappes s'étalent, et c'est reparti, ou presque, hein, Jean-Pierre. Hein. Alors c'est reparti ou presque, oui, parce qu'on est censé respecter quand même encore un certain nombre de barrières. Mais tout de même, quand on voit la frénésie avec laquelle aujourd'hui se sont louées, réservées des places dans les restaurants, une fois de plus en plein air, avec la distanciation à respecter, tout ça est vrai, mais c'est vrai que ça a aussi, ce qu'on disait à l'instant, un parfum qui est une sorte de parfum de liberté. Maintenant, la question qui se pose, c'est toujours pareil, c'est toujours le point d'interrogation. Après, c'est vrai que les apéros afterworks vont avoir une vie qui va durer un certain temps, mais est-ce que c'est là-dessus qu'on peut réellement fonder ce qu'on pourrait appeler demain une renaissance, une refondation sur des valeurs nouvelles, un humanisme nouveau qui viendra souffler sur nos vies? C'est probablement moins sûr. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'on a le sentiment de sortir de ce qu'on pourrait appeler une période de pénitence. Et j'ai envie de dire que, dans le fond, pénitence plus vaccin, on a le sentiment que ça correspond à quelques vies sauvées. Et ça, somme toute, c'est peut-être l'entrée dans le monde d'après. Le monde d'après, voilà, après cette euphorie, le monde d'après. Alors justement, tu en parlais, la santé, d'accord Jean-Pierre, mais encore. Alors, la santé, je trouve que bon, là, on aborde déjà quasiment le thème de l'émission d'aujourd'hui, puisque la question qu'on pose et qu'on va poser à David Lisnard, qu'on va poser à Jean-Daniel Lévy, c'est est-ce que effectivement la protection de la santé publique peut être en soi un projet politique ?
C'est un petit peu le sentiment qu'on a eu au cours des derniers mois. Alors, c'est toujours pareil, à ça il y a deux réponses. Comme diraient les journalistes, et qui ne manquent pas de cette expression, les opinions sont partagées. Elles sont partagées sur tout. Et là-dessus, c'est vrai que, au fond, une fois de plus, on a deux opinions qui peuvent s'affronter, je ne sais pas, ou se compléter. Il y en a une qui est plutôt oui, ça c'est la réponse de l'OMS. L'OMS dit quoi dans sa constitution? Elle dit « la santé n'est pas simplement l'absence d'infirmité ou de maladie, mais un état parfait d'équilibre mental, social et physique ». Alors c'est vrai qu'on voit mal comment la politique peut échapper à cette dimension extrêmement large de la notion de santé. Et puis en face de ça, il y a dans le fond une position qui est plutôt non, et la plutôt non, c'est celle de Saint-Exupéry, ou que Saint-Exupéry met dans la bouche de Rivière dans Vol de nuit, qui dit malgré tout, il y a quand même au-delà de ça quelque chose qui donne de la valeur au-delà de la valeur de la vie humaine. Et ça, ce quelque chose, on peut se poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la dignité humaine? Est-ce que c'est l'humanisme? Voilà, moi je laisse la question ouverte, si vous voulez bien. Question ouverte, tu parlais de culture, voilà, la culture nous sauvera, j'en profite pour présenter ce livre. Quel lancement. Voilà, c'était prévu comme ça. Voilà, la culture nous sauvera, Christophe Tardieu avec vous, David Lisnard. Et c'est vrai que ce n'est pas banal pour un politique de parler de culture avant tout. On y reviendra tout à l'heure, évidemment. Merci Jean-Pierre. On te retrouve tout à l'heure avec Christophe Barbier pour la fin de l'émission. Vos questions et les réponses de David Lisnard, vous y allez, hein, vous continuez à nous les envoyer via la plateforme. Et tout de suite, avant notre grand entretien avec David Lisnard, c'est Jean-Daniel Lévy, la scénette du sondeur, maintenant. Jean-Daniel Lévy, le directeur général d'Aris Interactive. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Frédéric. Merci d'être là, fidèle, chaque mois pour ces émissions. Notre grand entretien dans quelques secondes avec David Lisnard. Alors on parle de santé, la santé coûte que coûte. Les Français et leur santé, tiens justement, quid? On va parler de santé et de liberté. Ouais. Justement, l'articulation entre les deux dimensions. Le premier aspect, c'est que on a souvent des Français qui sont assez optimistes, mais là, lorsqu'on leur parle de leur propre santé, qu'ils ne le sont pas véritablement. Alors, indépendamment de la période que l'on connaît, de la période de pandémie, vous le voyez, en fait, on a une majorité de Français qui, lorsqu'on leur demande s'ils sont inquiets ou pas concernant leur propre santé, vont se déclarer plus inquiets que confiants à l'égard de l'avenir. Alors évidemment, en fait, selon sa génération, selon ce qu'on appelle la comorbidité, où on a une attitude qui va être une attitude différente, mais quoi qu'il en soit, le premier état d'esprit, c'est pas de se dire forcément qu'on est à l'heure actuelle en pleine forme, et donc cette dimension-là, d'avoir un aspect d'inquiétude à l'égard de sa propre santé, va être de nature à structurer profondément les représentations que l'on peut avoir à l'égard des politiques publiques d'un côté et à l'égard de la perception que l'on peut avoir des différentes libertés. Ouais, on voit à 61%, c'est quand même significatif. Voilà, que font les politiques et les autres, on en parlera évidemment. Alors, au cœur du sujet aussi, le fameux vaccin, les vaccins. Et une des raisons principales de se vacciner, ce n'est pas forcément moi-même, mais ça peut être également un regard à l'égard du collectif. On a parfois décrit les Français comme étant terriblement individualistes et comme étant retournés vers eux-mêmes et ne pensant pas forcément à leurs proches, à leur environnement, voire même à l'ensemble de la société française. Quand on demande aux Français, parmi différentes motivations, à se vacciner, et dont on sait que les Français, de plus en plus d'ailleurs, ont tendance à aller se faire vacciner, la première des motivations, c'est de protéger ses proches, plus d'ailleurs que se protéger soi-même. Donc il y a la perception qu'il y a une responsabilité que l'on peut avoir à titre individuel dans le développement de la pandémie, et que le vaccin, qu'on soit inquiet ou pas à l'égard de sa propre santé, constitue un moyen qui permet à terme de pouvoir limiter, voire réduire fondamentalement. Donc une évolution qui a été assez nette au cours de la dernière période. On sait que les Français ont souvent été inquiets à l'égard du vaccin, que ça peut être considéré comme étant une forme d'atteinte à la liberté. Et pour autant, voilà, on a ces Français qui entament ce mouvement, 20 millions de Français qui ont eu la première dose et qui vont dire « je ne le fais pas uniquement pour moi, mais je le fais également pour les autres », en me disant que ça permettra également de pouvoir retrouver une vie normale et pouvoir retrouver cette forme de liberté. Intéressant de voir qu'on les dit individualistes, vous le disiez Jean-Daniel, et que là, évidemment, ils pensent aussi au collectif, aux autres. Alors, on parle de liberté, liberté avant tout, j'ai envie de dire. Absolument. Et quand on demande en fait ce qu'on attend le plus du vaccin, indépendamment en fait des conséquences que cela peut avoir,
c'est effectivement, vous le voyez, le terme liberté, la possibilité, la liberté de pouvoir voir ses proches quand on le souhaite, où on le veut, en dîner, dans le cadre de dîner, dans le cadre de vacances, etc. Donc on a, voilà, d'ailleurs, le triptyque liberté, égalité, fraternité. Ces notions-là, d'ailleurs, qui se retrouvent. Il y a la liberté de pouvoir retrouver et voir qui l'on veut, la fraternité, donc le fait de pouvoir retrouver des amis, puis la notion d'égalité, c'est-à-dire qu'on va tous être à terme, globalement, situés à la même enseigne, et donc dans ce contexte-là, avoir la possibilité de pouvoir être français à nouveau, une fois que la campagne vaccinale aura atteint ses objectifs. Tous égaux devant la liberté. Ce passeport, les fameux passeports vaccinaux, alors où on en est là? Eh bien justement, c'est peut-être la petite entrave à la liberté et à l'égalité. Et quand on interroge justement nos compatriotes, avec la perception qu'on est plutôt favorable, ce n'est pas l'enthousiasme complet, aujourd'hui au fait qu'on puisse mettre en place un passeport vaccinal, c'est-à-dire lorsque on est amené à se rendre dans des lieux où il y aura un nombre conséquent de personnes. Pourquoi? Il y a deux aspects derrière cela. Le premier aspect, c'est qu'on se dit qu'il y a quand même certains qui jouent le jeu et d'autres qui ne jouent pas complètement le jeu. Et que ceux qui ont pris le risque, entre guillemets, ou qui ont pris du temps pour pouvoir se faire vacciner, doivent avoir cette petite prime, ou en tout cas ne doivent pas pâtir de ceux qui n'ont pas entamé cette forme de responsabilité de se faire vacciner. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on se dit que quand même, aujourd'hui, on en a souffert de ces plus de 12 derniers mois d'enfermement, de privation de liberté, qu'on souhaite absolument pouvoir les retrouver, et que dans ce contexte-là, si retrouver la liberté, c'est avoir une forme d'entrave paradoxalement à sa propre liberté, on est prêt globalement à aller vers ce chemin-là. Merci, toujours aussi pertinent. Merci Jean-Daniel. Jean-Daniel Lévy, notre sondeur préféré, le directeur général d'Aris Interactive. On se retrouve évidemment le mois prochain avec notre prochain invité, Pierre Lescure. Merci Jean-Daniel. Merci beaucoup. Le grand entretien sur la grande scène, David Lisnard, c'est maintenant pour vous en direct. Il est 10h30. Voilà, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de moi un jour, alors que j'étudie au lycée national à Nice, j'étais en prépa. J'avais fait le pèlerinage vers Cannes, parce que ça m'intriguait. Cannes, rive du Var. Exactement, voilà. Le seul fleuve qui ne coule pas dans son département, on est d'accord, David. Et je me souviens d'avoir assisté sans le vouloir, en fait, au tournage sur la Croisette du clip d'Elton John, I'm Still Standing. J'y étais. Vous y étiez aussi, David. Et 35 ans plus tard, je trouve que ce tube vous va bien. Is still standing, toujours debout. Vaste programme. Plus que jamais battant malgré la crise, il faut dire que ce sportif, amateur de culture, a mené la guerre, comme disent certains, avec pragmatisme et efficacité, debout contre vents et marées, contre l'État aussi peut-être, car le maire de la ville du cinéma n'a pas voulu jouer les seconds rôles dans la tragicomédie de la gestion de la crise façon élite parisienne déconnectée du terrain. Alors face à ce qu'on pourrait appeler un castex chinois ou un festival d'incohérence, il a montré sa capacité à réagir et puis il a monté une à une les marches de la vaccination au point qu'aujourd'hui Cannes est tout sauf une cité de la peur. De là à penser qu'il rêve d'un autre palais, il n'y a qu'un pas. David Lisnard, merci d'être avec nous. Merci de votre accueil, merci à vous. Quel état d'esprit aujourd'hui déjà en ce 19 mai que vous inspire ce jour J ? C'est une question très ouverte. Et puis, je crois que dans le théâtre permanent de la vie politique depuis des années, c'est pas aujourd'hui, mais qui est accentué avec les réseaux sociaux, l'info continue, le jour J, on a l'impression qu'il est tous les jours. Et tous les jours, on doit créer le jour J. Donc, si vous voulez, je ne me sens pas sur un jour J. Et en réaction aux très bonnes interventions qui ont précédé notre échange, de Jean-Pierre Hulot et Jean-Daniel Lévy, et qui posaient les questions fondamentales de la liberté et de son corollaire, la responsabilité. La responsabilité n'existe que si on est libre. Et on exerce sa liberté que si on est en mesure d'être responsable, c'est-à-dire de prendre une décision, d'être récompensé ou sanctionné. Si on n'est pas en mesure d'être responsable, on ne peut pas être libre. Et ça, c'est quelque chose, c'est pas abstrait. Donc, ce que je crois, c'est que depuis un an, on a été dans une spirale infantilisante. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. C'est vrai, je l'avais écrit. Mathieu Laine, ensuite, a écrit un ouvrage qui a fait date aussi. Vous avez une tribune dans Le Monde aussi. Et qui s'est fait, je crois, et dans Le Figaro. Absolument. Et qui s'est fait à l'encontre du civisme. Le civisme est un carburant formidable pour la démocratie. C'est ce qui alimente la praxis démocratique. Et le civisme, il se fonde précisément sur l'exercice de sa responsabilité dans le champ public. C'est ce qui crée le bien commun. Donc le fait
de ne pas avoir mis en face des scénarios réglementaires, des hypothèses épidémiologiques, comme d'autres pays ont su le faire, contrairement à ce que l'on croit en France, c'est-à-dire des critères rationnels de taux d'incidence, d'évolution de l'incidence, de taux de positivité, de capacité hospitalière, et d'avoir des scénarios adaptés et qui créent de la responsabilité comportementale. On est dans une situation qui, à mon avis, est très difficile, parce que si demain, par une variante, une réplication du virus, enfin il y a plusieurs hypothèses, ça repart, on va être à nouveau face à la même hystérisation des restrictions de liberté, de couvre-feu inutile, d'injustice, de fermeture d'établissements dits non essentiels et pas d'autres. C'est-à-dire qu'aller dans un magasin de bricolage, ça a été considéré comme essentiel, mais aller s'acheter des vêtements non essentiels, décidé par le haut. C'est une approche, à mon sens, extrêmement malsaine. Donc que dans un premier temps, lorsque le virus était méconnu, qu'on ne connaissait pas bien ses conditions de transmission, qu'on ne connaissait pas bien sa létalité, on se protège, on se referme, on fasse un strict confinement, c'était rationnel. Il fallait le faire. Oui, et puis qu'est-ce que vous auriez fait à la place du gouvernement? La même chose. Il fallait le faire à l'époque, il fallait confiner. On tâtonnait, etc. Sauf qu'on a très vite su que le virus se transmettait par aérosol. Je me souviens de l'exemple du restaurant de Canton. Toute la littérature savante et scientifique l'exprimait. C'est pourquoi on s'est mis à distribuer des masques, à fabriquer des masques, et qu'à l'époque, on disait non, le masque ne sert à rien, puis non, on ne sait pas mettre le masque. Enfin, il faut pas oublier. Alors, David Lisnard, je vous coupe. aussi l'histoire du fait qu'on ne pouvait pas aller se faire tester dans les établissements privés, dans les laboratoires. On oublie, parce que c'était il y a plus d'1 an. Mais ça a révélé, je crois, les travers d'une société totalement infantilisante, et c'est moi ce qui me hérisse, si vous voulez, dans tout ça. Et un autre élément qui a bien été exprimé d'ailleurs dans les interventions, les deux interventions, c'est que la vie, elle n'est pas que biologique. Alors il faut préserver la vie biologique, parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre la santé. Mais il y a une vie sociale aussi. Mais l'humanité, l'être humain, et c'est ce qu'on essaie de dire dans le livre aussi avec Christophe Tardieu, c'est un animal culturel, c'est un animal social. C'est intéressant, ça répond à la question, parce que la santé est-elle le seul projet pour les politiques? En lisant le livre, la réponse est non. La culture, le lien social, le partage. Oui, enfin, je pense d'ailleurs personne ne prétendrait que la santé serait le seul projet pour les politiques. Après que la santé publique, c'est par définition une politique publique. Alors moi j'aimerais savoir comment on l'organise entre le privé et le public, ça c'est un autre débat. On va en parler. Alors on voit bien ce que vous mettez en avant, qu'on peut retrouver dans certaines entreprises aussi. Ce côté pyramidal, tout est décidé en haut et puis tout descend en cascade, le fameux top-down. Il y a une méthode Lisnard, ce que vous avez fait à Cannes, qui peut s'apparenter à du management, parce qu'il ne faut pas oublier que vous étiez dans le privé, vous avez travaillé au Palais des Festivals, entre autres, vous aviez un magasin aussi, vous étiez proche des gens, ville de 75 000 habitants. Alors certains vont dire, bon, c'est plus facile parce que Cannes, c'est pas Argenteuil, ou c'est pas ça. Comment vous avez mené tout ça, et comment vous avez mis à profit, j'allais dire, votre expertise dans le privé au service de l'action publique? Alors, ça aussi, c'est des questions ouvertes, mais... gérer un groupe, il faut prendre des décisions, donc il faut une verticalité. Il faut essayer. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, et je l'ai vu moi dans la gestion des effectifs, alors Cannes, c'est une ville très contrastée, c'est-à-dire qu'on a des dépôts bancaires qui sont équivalents à la ville de Lyon, mais on a un taux de pauvreté très élevé historiquement, parce que c'est une ville d'immigration pauvre. C'est pas forcément su. Donc on a 20% de pauvreté, la moyenne française c'est 13,8. Et la sociologie, c'est la sociologie la plus contrastée, avec un indice Gini d'inégalité qui est le plus élevé de France. Et être maire ça, on n'imagine pas. C'est être le maire de toutes ces dimensions. Enfin, on n'imagine pas, vu d'ici, mais à Cannes, on le sait. Donc, tout dépend, c'est un point de vue relatif. Oui, mais c'est vrai qu'on a toujours cette idée de brillance liée au festival. Parce que Cannes est aussi une marque, et l'essentiel de la marque vient du festival. Le Cannes est dû monter des marches avec des gens de et ça rayonne, et on n'imagine pas qu'il y a un backstage qui est différent. Il faut l'assumer. Mais donc, historiquement, il y a ça. Donc, le but, d'abord, c'est de partir de la communauté humaine que forme la mairie. Et lorsqu'il y avait, vous savez, qu'on tapait sur des casseroles pour les soignants, etc., il fallait bien évidemment soutenir tous les soignants admirables qui font la fierté de la France aussi. Il y avait des personnels qui étaient exposés, ça s'est su après, mais d'emblée, on savait par exemple pour que la collecte des déchets,
qui est un service important de l'intercommunalité, le nettoyage des rues, qui est un service de la mairie. Il fallait surtout que ces services continuent, parce que l'histoire des grandes contaminations prouve qu'une mauvaise hygiène publique les ordures ménagères qui amplifie. s'amassent, hein, Exactement. Et donc, il fallait tout de suite informer et non pas communiquer. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ensuite, c'est devenu, par symétrie, une forme de... Ça a été perçu comme une communication contre le gouvernement, ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'informais, je dis, voilà, il nous semble, d'après la documentation, Amer, c'est un praticien. Donc, il alterne entre le sourcing, la documentation et la décision. Il faut prendre des décisions. Et la décision, ce n'est pas un acte théâtral, ce qui est, à mon avis, la caractéristique de l'exécutif actuel. La décision, c'est un acte qui va entraîner, qui va avoir des conséquences sur une population à laquelle nous appartenons. Moi, je me sens dépositaire et responsable des décisions que je prends. Je suis comme les autres. Mandaté, j'ai un mandat, un habitant parmi les habitants qui doit exercer un mandat. Et donc, il faut se documenter, décider, ajuster, corriger, parfois modifier, parce qu'on peut faire des erreurs, et puis on n'a pas toutes les informations au début, ça se fait en se faisant, hein, si vous me permettez l'expression. Et donc, pour revenir à cela, il fallait d'abord sécuriser les agents dont on avait besoin de la présence impérative sur le terrain. C'est-à-dire les policiers, les agents de la propreté urbaine, les agents d'état civil. Enfin, pour qu'il y ait cette continuité de service public. Ouais. Le service public, c'est beau, hein, c'est l'universalité. Et donc, c'est apporter un service à chacun, quelle que soit sa condition, son origine, etc. Qu'est-ce que vous faites concrètement, donc, du coup ? Il faut informer, c'est l'information. Donc, transparent. Dire les choses. Ouais. Voilà où en est la maladie, voilà le nombre de... Moi, je transmettais régulièrement toutes les données. J'ai créé un petit groupe autour de moi. Mais attendez, moi, je l'information, la protection et la motivation. C'est ce qu'a fait aussi le gouvernement, qui est informé régulièrement. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais je ne crois pas. Je crois qu'on a eu de la communication et qu'on a... D'ailleurs, je vous donne un exemple. Là aussi, c'est très ancien, mais il ne faut pas l'oublier. Au départ, on nous sortait la litanie des morts chaque jour. Ouais. Et c'était les morts, hein. C'était très anxiogène. Ouais. Et je ne pense pas que ça incitait à la responsabilité et à la lucidité, en tout cas. Et on ne nous donnait pas les morts en EHPAD. Et je vous raconte cette anecdote parce qu'ensuite, on reviendra peut-être au management qui intéresse certainement nos auditeurs et spectateurs. Mais... or, à Cannes, c'est une ville de 75 000 habitants, très contrastée, avec un grand hôpital, etc., et des maisons de retraite aussi. Et avec un crématorium. Le crématorium, il n'y en a que 2 dans les Alpes-Maritimes. Il y en a un à Nice, que vous connaissez bien, et un à Cannes. Donc, or, je voyais dans les incinérations Covid au crématorium de Cannes, dans lesquelles je permettais aux familles de venir, c'était une transgression, mais je les habillais en cosmonautes et on n'a pas eu de problème, mais je trouvais inouï qu'on abandonne le fondement de l'humanité que de ne pas pouvoir assister à des obsèques. Et dire au revoir à ses proches. Mais c'est fou. Enfin, c'est la base de la civilisation. C'est l'hommage aux morts et c'est le respect des générations précédentes. C'est la base. Si on abandonne ça, on n'est plus humain. Donc on l'a fait. Je l'avais dit à Édouard Philippe qui m'avait dit « mais tu as raison hein. ». Il m'avait dit « on a un problème là-dessus ouais. ». Et pour revenir là-dessus, j'avais plus de morts incinérées dans mon incinérateur de la seule ville de Cannes, mais qui accueillait des morts d'autres communes, que le bilan officiel. Et je me souviens d'un article du Monde, en l'occurrence, qui avait montré Ciatus, et qui était parti de Nice Matin d'ailleurs, puisque je communiquais moi les chiffres d'incinération Covid. Et on voyait que c'était supérieur aux morts dans le département officiel. Sur les masques, on ne nous a pas informés. Il y a eu des séquences de communication catastrophiques. Je suis désolé, quand on dit, on peut parler, alors que le mot guerre est utilisé, ça a permis de prendre peut-être conscience de la gravité. Moi, je n'aime pas ce mot, parce que la guerre, ça renvoie à la politique. Or, un virus, il n'a pas de conscience. La guerre, c'est Clausewitz, hein, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Ça peut-être fait la guerre à quelqu'un qui n'a pas de conscience. Mais peut-être que dans un premier temps, bon, on ne va pas ergoter, etc. Mais ensuite, il fallait mettre en scène la guerre. Donc, souvenez-vous de ces trains sanitaires. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas pour être négatif, je vous assure, ce n'est pas pour polémiquer, mais à quelques kilomètres, on avait des lits et des personnels tout à fait formés pour la réanimation, qui n'étaient pas occupés parce que c'était du privé. Et qu'il fallait que ce soit dans le public. Et que tout a été organisé comme ça, y compris sur la vaccination. Il fallait qu'il y ait un seul établissement référent. Nous, on était équipés en super congélateur à moins 85 degrés, mais on ne pouvait pas accueillir les doses parce qu'on n'était pas dans le schéma administratif. Il fallait qu'il y ait un seul établissement par département. Ça, c'est la folie française. On a plein d'avantages. Moi, je crois profondément au rebond de la France. On peut être un Eldorado. Mais lorsque la modalité administrative qui se justifiait peut-être à un moment donné de la prise de décision devient une finalité, on est dans la bureaucratie, on est dans la technocratie. Et donc, il y a eu du mensonge pour justifier le système. Enfin souvenez-vous sur les masques. Et pour justifier les couacs. Hein. À l'époque, nous, on n'osait pas dire qu'on distribuait les masques. Parce qu'on se faisait gronder par M. Castaner. Distribuer des masques pour le compte de l'État, à l'hôpital de Cannes, à la médecine de ville. Distribuer plus de 600 000 masques.
constitué avec mon équipe. J'ai la chance d'avoir une belle équipe. Donc on s'était mis en cellule d'urgence Covid en février. Ouais. On avait déjà des masques parce qu'on craignait une épidémie, parce qu'on a vu des grandes inondations, etc. Vous avez beaucoup anticipé en fait, mais par rapport à ce qui se passait en Lombardie. Sans rien faire de génial, parce qu'autour de moi, des gens qui me renseignent. Ouais. Ensuite, on donne nos informations et on dit voilà la décision qu'on prend sur la base de ces informations. Et ça crée de la confiance. On a un taux de couverture vaccinale qui est un des plus élevés de France. On a eu 97% de vaccination dès le premier mois dans les EHPAD. La moyenne française, c'était la moitié. Pourquoi ? Parce qu'on a créé de la confiance. La confiance est une condition sine qua non d'une bonne démocratie et d'une bonne politique publique, mais comme dans une entreprise. Moi, ce sont des choses que j'ai eu des patrons que j'ai admirés parce qu'ils étaient... Alors certains étaient proches, d'autres n'étaient pas proches, c'est même pas la question d'autres. Certains étaient horizontaux, d'autres verticaux, mais on avait confiance parce qu'ils savaient s'entourer, dire les choses. Donc, dès février, nous, on a équipé les policiers, les agents de collecte des ordures ménagères, les balayeurs de masques, à l'époque FFP2. Pour que le service public pour tout le monde. On répondait au personnel soignant qui était planté par le ministère de la Santé, qui a été une constante de cette crise. Et donc d'essayer d'informer, de dire les choses, de protéger, mais sans infantiliser, et de motiver. De dire, regardez la noblesse de votre mission. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure sur... Non, mais c'est passionnant, parce qu'on sent que vous êtes impliqué, passionné, et que c'est quelque chose qui vous motive au quotidien. Je reviens sur le management. On a parlé tout à l'heure des agents, hein, le bien-être au travail. Il y a aussi les administrés, il y a aussi les contribuables. Oui. En fait, il y a cette notion de management qu'on retrouve, que vous retrouvez, vous qui nous suivez dans les entreprises que vous animez. Et c'est un peu cette même animation qui fait qu'avec l'anticipation dont vous parliez, avec ce pragmatisme, avec cette information, vous avez pu vous en sortir et avoir ce temps d'avance. Oui, c'est toujours pareil de dire oui, j'ai eu un temps d'avance, c'est pas très humble, enfin bon. C'est comme tout, c'est-à-dire que être patron, il faut être patron. Il faut être patron, et être patron, c'est pas décider tout seul dans son coin ou c'est pas aller claquer des bises à tout le monde dans la rue. C'est autre chose. Là, c'est du management participatif. Et moi, je crois au management participatif, et je pense que souvent on oppose le management privé à la politique, qui est une transcendance. Je crois que c'est pas antinomique. En revanche, les mauvaises transpositions des méthodes de management à l'anglo-saxonne dans la fonction publique, c'est catastrophique. Ça amplifie le côté techno. Mais c'est un autre débat. C'est-à-dire tous les process, les reporting, des choses comme ça. Et on oublie la prise de décision. Le reporting est une maladie terrible. Moi, j'ai été mauvais au début quand j'étais là. Je redemandais trop de reporting à mes équipes. Il a fallu qu'ils comprennent du temps pour qu'on le fasse. Que la complexification fait partie du monde. C'est-à-dire qu'on a des normes d'hygiène, de sécurité, etc. Ça, c'est bien. Mais que la complication est un travers, et que ce n'est pas la même chose. Et que on a une complication qui est parfois supérieure, bien supérieure à la complexification, qui, elle, est une adaptation au client. On aime bien les usines à gaz. Hein, oui, on adore. Et parce qu'en plus, on est un pays déductif, on a une intelligence très forte, d'ailleurs, c'est cartésien, on est déductif plus qu'inductif, il faut les deux. Ouais. Pour revenir au management, à mon sens, un patron, c'est quelqu'un qui donne des injonctions contradictoires raisonnables. C'est une sorte d'oxymore, mais par exemple, et vous l'avez très bien résumé, on le voit très bien dans une mairie, il faut répondre aux usagers que nous sommes, et on veut toujours un service public partout, impeccable, parfait. En plus, sans couture, voilà. Et puis on veut plus, machin. Et parallèlement, il faut répondre aux contribuables que nous sommes aussi, et on trouve qu'on paye trop d'impôts, on a raison. Il ne faut pas que ça me coûte trop cher. Il y a plus de prélèvements obligatoires que dans le reste du monde. Et troisièmement, il faut que les agents soient bien dans le boulot. Donc moi, on a mis en place avec mon équipe, dans ce management participatif, je leur ai dit un truc très simple. Je leur ai dit, voilà, vous allez vous réunir en mélangeant les agents décisionnels, les catégories A, catégorie B, catégorie C, pour reprendre la terminologie de la fonction publique. Et on a fait des groupes de travail, on peut appeler ça des cercles de qualité, comme on disait les 70 au Japon ou autre. Ouais. Et je leur ai dit, voilà, vous allez me faire des propositions pour dépenser moins d'argent, 2, faire plus de services publics et mieux de services publics. 3, être mieux au travail. Ça s'est traduit comment ? Notamment dans le service propreté. Ça s'est traduit en plan CAPEX. C'est-à-dire qu'on a basculé des dépenses de fonctionnement. Eux-mêmes ont dit on n'est pas obligé de renouveler tous ceux qui partent à la retraite. On va prendre des missions. Ça s'est traduit par des primes, mais une baisse de la masse salariale. Chaque année, je baisse la masse salariale depuis 7 ans. On baisse les dépenses de fonctionnement et pourtant, je crois que le service s'améliore. On peut faire ça ailleurs, dans d'autres villes plus grandes ? Partout, on peut le faire. Mais d'autres le feront. Hein. Pas la science infuse. Hein. Beaucoup de villes sont très bien gérées en France, de tous bords. Donc, non, mais je parlais de la propreté. Hein, vous voyez je vois. Mais si vous voulez, et ça s'est traduit par des plans d'investissement, en me disant, voilà, là, on a réinternalisé des process. Parfois, on a externalisé. Il ne faut pas avoir de religion en la matière. Moi, j'ai souvent réinternalisé, contrairement à ce qui pourrait être
intuitif chez moi, c'est plutôt libéral. J'ai réinternalisé les prestations, on a augmenté la productivité. Et pour le coup, ça nous a permis de réduire considérablement les dépenses de fonctionnement, aussi bien au chapitre 011 que 012, c'est-à-dire dépenses courantes et dépenses de masse salariale, en augmentant la rémunération par un nouvel indice de prime au mérite. Ça, pour l'instant, ça touche du bois, ça passe. Ça passe avec les syndicats, ça passe bien. Ouais. Et avec du matériel nouveau, et vous venez à Cannes, vous verrez qu'on a mis des beaux costumes. Toutes les personnels de nettoiement ont des belles tenues. Les machines sont toujours impeccables. Les machines elles-mêmes qui nettoient doivent être propres. Et ça pour qu'il y ait une fierté, en fait, de l'agent. Fierté et une espèce de spirale positive. Alors, c'est pas parfait. Il y a plein de problèmes, il y a plein de saletés encore, il y a tout ce qu'on veut. Mais objectivement, c'est une ville tenue, je crois, alors qu'elle accueille beaucoup de monde, elle est compliquée, contrastée. Et de créer une interaction positive avec les habitants et les contribuables. On a baissé la dette de 60 millions d'euros en 7 ans. On a pratiqué la sobriété fiscale. On est sur les 253 intercommunalités à fiscalité propre de France. On est une des 3 seules du pays à ne pas avoir créé de fiscalité additionnelle sur les ménages. Donc on pratique vraiment cette sobriété fiscale, baisse de la dette et avec une seule finalité, c'est le bon service. Les ratios économiques, c'est qu'un moyen. Je veux pas oui, que le service soit rendu. Voilà, que le service soit rendu. Question concernant le leader que vous êtes, leader qu'on peut retrouver aussi en entreprise. Vous avez coutume de dire qu'on a droit à l'erreur. Oui. Même le leader au sommet de l'État, il avait le droit à l'erreur, non ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il s'en est pas privé, mais bien sûr, non, mais c'est pas terrible, pardonnez-moi. Mais simplement, bien sûr qu'il faut de l'erreur, parce que ceux qui ne font pas d'erreur dans la durée, ce sont ceux qui soit ne feront rien, oui, soit ou les donneurs de leçons, soit vous mentent. C'est-à-dire organisent leur propre système de reporting pour être irréprochables. Donc, en revanche, il ne faut pas faire à chaque fois la même erreur. C'est tout. Moi, c'est ce que je demande aux gens qui bossent avec moi. Et j'essaie moi-même de ne pas faire la même erreur. Donc, on fait des erreurs. Et ça veut dire qu'on prend des décisions, qu'on prend des risques. Après, a posteriori, ça peut paraître, parfois des décisions peuvent paraître ridicules, grotesques, parce que, vous savez, il faut... Et c'est pour ça que diriger le pays, c'est très compliqué, c'est très difficile, et il ne faut pas être manichéen. Mais il faut un peu de méthode. Et importance de la parole. Pour diriger le pays, c'est mieux d'avoir dirigé des groupes humains. C'est-à-dire que d'avoir dirigé des entreprises, d'avoir dirigé des collectivités, d'avoir dirigé même des associations, mais de voir quels sont les ressorts de la prise de décision et d'être à la fois dans la... Il faut être sûr, quand vous êtes patron, vous devez trancher. Et une fois que vous avez... Même la parole du leader, nous disait Stéphane Richard. Il faut être fiable, il faut être positif, constructif. Il faut aussi savoir parfois faire des exceptions et dire là, c'était une erreur et il faut le reconnaître. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous avez mis en place. Cellules de crise, anticipation. Il y avait eu ces inondations qui avaient été très traumatisantes pour les Canois. Il y a eu un avant et un après. Voilà, il y a eu un avant et un après. Et vous vous êtes préparé. Ça, c'est encore la posture du manager qui anticipe les crises pour mieux y faire face, en fait. Oui, et du politique. La crise, ça donne toute sa grandeur à la politique. La crise, par définition, doit être un état éphémère et douloureux. Et ensuite, dans une approche économique, c'est aussi un accélérateur de transition. C'est des Schumpeter accélérés. Et là, c'est un peu l'éphémère qui dure avec cette Pourquoi crise. Je vous parle de ça ? Parce que je trouve que, il est vrai qu'avec cette pandémie, comme quand il y a des attentats, comme lorsqu'il y a des guerres, on retrouve pourquoi la politique a été inventée, parce que l'homme est un loup pour l'homme, et qu'on a besoin de protéger le groupe et de projeter le groupe. Ça, c'est la grande invention des Grecs, C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'une espèce animale qui se reproduit et qui s'adapte et qui évolue par rapport à son environnement. On est capable d'investir, c'est-à-dire de consentir un coût immédiat en vue d'une satisfaction supérieure future. C'est vrai en entreprise, c'est vrai dans... C'est la vision, c'est l'ambition. Et cette épidémie, elle a remis la tragédie au cœur de la vie en groupe, en société, et que la politique est là pour ça, pour essayer d'anticiper la tragédie, en sachant que la prochaine, par définition, on ne l'aura pas anticipée, autrement ce ne serait pas une tragédie. Et donc, de tirer profit de ce que l'on a vécu pour sortir plus fort. Enfin, ce qui ne nous tue pas nous renforce, c'est Nietzsche, je crois, de mémoire, mais nous rend plus fort. Et donc, sur les épidémies, on avait, lapsus révélateur, sur les inondations, je crois qu'on avait géré là aussi avec réactivité, ça va en quelques minutes, c'est des crues éclairs, c'est comme les attentats, il faut aller très vite, prendre des décisions, et ensuite faire le retour d'expérience et essayer de construire un système plus robuste, plus fiable, et qui s'adapte. Et c'est dans la souffrance, dans la douleur qu'on s'adapte et qu'on progresse, c'est comme en sport d'ailleurs, c'est comme dans beaucoup de choses dans la vie. L'individu versus le collectif, vous avez, je crois que c'était dans le Figaro, vous avez dit, c'est aussi, cette crise, une tragédie sociale, un déclassement pour certains. Oui. Le mot est fort. C'est un déclassement, d'abord, c'est la marque du déclassement de la France. Moi, c'est ce qui m'indispose.
Enfin, je pense que quand on est responsable, aujourd'hui, il y a un nouvel humanisme qui est de penser aux générations futures, qu'on y mette de la spiritualité ou pas. À une époque, on se sacrifiait pour une religion, pour la nation. Aujourd'hui, je pense qu'on se sacrifie pour ses enfants. Luc Ferry le dit très bien d'ailleurs. Mais il y a aussi de la nation, il y a de la transcendance. Bon. Mais quand vous regardez, il y a un déclassement d'abord individuel. Il y a des personnes, je pense aux travailleurs non salariés. Ils sont de mémoire 700 000 en France. Beaucoup sont hors des écrans radars de l'aide publique. On a une belle aide publique en France. Bercy a très bien fonctionné. La Direction générale des entreprises a bien bossé. On a une grande administration à Bercy. Pour le pire, record des prélèvements, mais pour le meilleur, quand il faut être en soutien aux entreprises. Et le ministre de l'économie a fait le job. Hein, je veux dire, ça, c'est indéniable. Mais maintenant, il faut sortir de la perfusion publique. Donc, il y a des individus qui se sentent déclassés. Ce qu'on ressentait pour les Gilets jaunes. Vous savez, c'est toutes ces transitions. On dit je ne suis plus adapté dans mes qualifications, dans mon métier, à ce monde numérisé, etc. Et puis, il y a le déclassement de la France. Il n'y a pas longtemps, moi j'ai vécu H1N1, je n'étais pas maire, mais j'étais adjoint au maire. C'était il y a 11 ou 12 ans, ou 13 ans. Ça avait été ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, vaccination obligatoire, etc. Ça avait été rigoureusement organisé. La France avait produit un vaccin. On était à l'époque premier producteur de médicaments d'Europe. Et on était premier inventeur de vaccins. Ça, c'était il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Aujourd'hui, on est le seul pays à ne pas avoir inventé son vaccin. Il va arriver bien après, un peu après la guerre, pour reprendre la métaphore présidentielle. Oui, donc on a un peu perdu le lead. Et dans les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, on est le seul pays qui aujourd'hui n'a pas inventé son vaccin. On nous a fait croire, vous parliez de mensonges, quand on voit de la mise en conditionnement de produits pharmaceutiques et de vaccins, on nous a fait croire que c'est une filière industrielle. Il fallait vraiment n'avoir jamais vu une usine de sa vie et être déconnecté de la vie industrielle pour comprendre que c'était un petit maillon d'une filière industrielle. Mais que la filière industrielle, c'est de produire. Notre industrie pharmaceutique, qui était une des 3 plus grandes au monde, aujourd'hui, on est passé dans le peloton, dans la deuxième moitié, au sein de la zone euro. Je ne parle même plus de l'Inde, de la Chine, etc. Donc il y a un déclassement qui a commencé il y a une quarantaine d'années. Déjà, un pays qui accepte de ne plus jamais avoir un budget à l'équilibre se déclasse, forcément, se dépend des marchés financiers, dépend des autres. La souveraineté, c'est la force, c'est la compétitivité, c'est l'indépendance, ce n'est pas les lignes maginaux. Et donc, tous ces éléments-là, on les a ressentis. Sur la vaccination, là aussi, les mensonges de la vaccination. Quand un Premier ministre présente des courbes de taux de vaccination et qu'il dit que la France est bien placée et qu'il n'y a plus la France, et moi, j'ai tout de suite tweeté la vraie courbe, où on voyait que la France était vous avez derrière. des mots avec Olivier Véran d'ailleurs. Hein, mais moi, j'ai rien eu. Moi, j'ai fait mon job. Et à un moment donné, en respectant scrupuleusement les critères définis par le ministère de la Santé, c'est-à-dire des catégories d'âge, scrupuleusement les doses qui nous étaient affectées sur une équité démographique à l'échelle nationale. Qu'est-ce que vous a reproché, David Lisnard? On m'a reproché d'avoir pris les vacciné choses en trop main. vite. Mais moi, je respectais ce que disait le président de la République. J'étais surpris qu'Olivier Véran contredise, démente ce que disait le président de la République. Donc nous respections avec notre équipe, avec mon équipe, la chronologie, enfin pas la chronologie, pardon, ça on l'a pas respecté, mais les classes d'âge, les doses qu'on nous donnait, mais comme on s'était renseigné grâce... Oui, comme vous aviez anticipé, vous pouviez agir plus vite. On faisait 7 doses de Pfizer dès le début, parce qu'on savait que c'était 7 et pas 5 par flacon. On travaille public-privé depuis le départ. On avait 40% de rendement sur la vaccination par rapport aux mêmes doses que le reste du territoire. Qu'est-ce que ça enseigne sur le rôle de l'État et sa vision du maire, de l'élu local, des territoires? Ça enseigne tout simplement un travers de conformisme qui était celui que décrit très bien Marc Bloch dans Une étrange défaite, de conformisme du commandement. C'est un empêcheur de... Oui, au bout d'un moment, moi je suis attaché à l'État, parce que la France c'est un État-nation et que depuis le Capet on s'est fait. Mais un État centré sur des missions, sur ses missions, je suis attaché à la subsidiarité. Là on a inversé, donc c'est plus une subsidiarité. C'est-à-dire qu'on s'est substitué à l'État qui ne vaccinait pas, avec les moyens... Heureusement que les villes ont fait des vaccinodromes, quand on me disait de ne pas faire de vaccinodrome, n'oubliez pas aussi ça. Tiens. Il ne fallait pas faire de vaccinodrome, j'ai oublié. Heureusement qu'on l'a fait, maintenant on va demander à se faire rembourser, ça va être un autre combat, et qu'on a déjà commencé à engager. Christophe Barbier qui sourit. Parce que c'est pour le compte de l'État, donc il n'y a pas eu de transfert de compétences dans une loi. Donc. Mais ça a été quoi? Du dirigisme, de l'infantilisation? Oui, c'est un peu et tout surtout d'oublier les finalités. C'est-à-dire au lieu c'est compliqué parce que... Mais tous les maires vous le diront. Tous les maires, moi je suis sur un porte-parole je suis sur une boucle WhatsApp avec des maires d'Île-de-France, on a tous les mêmes difficultés. Ouais. Les doses qui arrivaient n'étaient pas le même nombre. On recevait les décrets d'application. On apprenait les décisions à la télé par le président, les préfets eux-mêmes apprenaient par le président, et on recevait les décrets d'application plusieurs jours après la date d'exécution de la décision annoncée.
Donc on crée de l'incertitude. Alors qu'au début, ça arrive, ça va ce que vite. j'allais dire, si Mais vous avez un été an à leur après- place, Mais c'est compliqué, ça fait mais qu'au début ça arrive. Mais au bout d'un moment, Ouais. on anticipe, on a des gens en qui on a confiance, on rédige les décrets et les arrêtés. il y a Philippe On de l'a- Villiers qui disait hier que Jean Castex, c'est Monsieur Bricolage. Hein, Ouais, enfin, je, oui, bon, enfin, on moi, va pas- je veux pas manquer de Non, non, respect bien à Jean sûr. Castex, humainement, si vous voulez, qui est quelqu'un de qualité. C'est pas. mais ça a c'est pas été la du question. tâtonnement. Mais la réalité est là. Ouais. Il y a toujours des erreurs, on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a eu la reconduction de toutes les erreurs, systématiquement, jusqu'au sapin de Noël. Quand on vous dit qu'il a fallu que le lobby des marchands de sapins a été plus fort que d'autres lobbies, donc tout d'un coup, il y a eu une interministérielle, je crois que c'était 3 ministres, pour signer un décret qui faisait passer les sapins de Noël en biens essentiels, puisqu'on ne pouvait pas vendre de biens considérés comme non essentiels. Mais les boules de Noël n'étaient pas essentielles. On l'a vécu en France. Mais là, on revient C'est par exemple. Ubu et Kafka ont fait un gosse. C'est ce qu'on a eu, quoi. Enfin, Non, mais c'est un peu comme les stations de sport d'hiver pas qui sont pour faire la ouvertes, mais leçon. pas les remontées mécaniques, Oui. les parcs d'attractions, Oui. mais pas les manèges. oui, et puis, regarde, au début, on nous disait qu'il ne fallait pas mettre le masque. Moi, je me souviens, vous reprenez ce que je disais. Si, il faut mettre les masques dans les lieux en interaction humaine prolongée, clos. Bon, donc, je prends une décision à Cannes. Je dis, voilà, dans les commerces, prends un arrêté. Je ne sais pas ce qui valait juridiquement, mais il faut mettre les masques dans les commerces pour être libre, justement, Bien la sûr. responsabilité pour garder nos commerces. Et tout d'un coup, on nous a dit, il faut mettre les masques sur la plage. Il y a eu quand même un arrêté partout en France qui nous a dit que sur les plages, au mois de mars, là où, croyez-moi, même sur la Côte d'Azur, c'est le désert, il fallait mettre un masque. Mais Comment ça va se comprenez passer justement sur la plage là C'est- On est avec David Lisnard, le Donc- maire donc de il ne faut Cannes. pas s'habituer à ça. Il faut oui. avoir l'humilité de comprendre qu'on fait tous des erreurs et que ce n'est pas facile, mais il ne faut pas non plus tomber dans la fatalité. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on... Mais c'est valable sur tous les sujets. Qu'est-ce sur qu'on la vous dit sécurité, Qu'est-ce qu'on vous dit sur les sur le sur les- déclassement économique, c'est cette espèce de fatalité de dire, ouais, de toute façon, quoi qu'ils disent, c'est tous les mêmes. Alors sera toujours comme ça. rouvre à Moi, Cannes, j'accepte hein, pas cette fatalité. ça rouvre à Cannes et comme partout en France sur les plages. Donc alors là, on a le droit. Alors ça y est, maintenant, on a... Oui, il y a eu une comment on fait sur le évolution, transat là sur la non, serviette le masque n'est plus obligatoire sur les plages et sur les espaces naturels, c'est une évidence. De même qu'au début, nous, on l'a dit à plusieurs, je me souviens avec Jean Leonetti, qui est quelqu'un de raisonnable, de plus patient que moi, etc. On se disait, mais il faut que les gens aillent dehors, quoi. Bien évidemment, il faut aller respirer. Il faut aérer. On a acheté des détecteurs de CO2. Les autotests, nous, à la mairie, les équipes ont leurs autotests. Ils s'autotestent. On a quand même, j'ai eu le droit quand même, à nouveau, on m'a grondé, on m'a dit, mais non, les autotests, les gens ne savent pas les utiliser. Ce sont des déclarations que vous pouvez retrouver. Vous allez, je ne vais pas citer un grand fournisseur d'accès, mais vous googlisez, là, je l'ai cité, et vous retrouverez ça. Et nous, on ne comprenait pas. Parce que, Qu'est-ce qui marche bien au lieu de... Enfin, voilà, Qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui, David Lisnard? C'est l'élu local sur le terrain. Je sais que le couple maire-préfet, ça fonctionne pas un très élu bien. local, une mairie, c'est comme une PME. Vous pouvez vous planter, mais vous êtes responsable de vos actes, ça se voit. Et ensuite, les gens vous gardent ou ne vous gardent pas si vous décidez de continuer votre démarche civique. Vous voyez? Donc, bien sûr, on fait plein d'erreurs, y compris dans ma mairie, évidemment, comme ailleurs. Il y a des mairies moins bonnes que d'autres, il y a des maires moins bonnes que d'autres, mais on est dans un champ de proximité. La proximité, elle crée la responsabilité. Elle peut créer aussi le clientélisme, il faut faire attention. Donc, c'est une question d'éthique, de pratique et de contrôle. Et d'équilibre. Et il faut du contrôle a posteriori de l'État, de la Chambre régionale des comptes. On doit être contrôlé, on doit être sanctionné, mais qu'on sorte, et c'est vrai dans l'entreprise, moi j'ai connu ça dans le commerce, où j'ai vu se multiplier les normes, c'est-à-dire un État qui devient incapable ou défaillant pour réprimer ceux qui abusent, et qui, pour le coup, pénalise ceux qui respectent l'usage. Vous voyez, l'abus vicieux là, du coup. accompagne forcément l'usage. Mais on ne va pas tuer l'usage parce qu'il y a des abus. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Comment Et c'est pour ça qu'on est passé du 5e... En 1975, on avait le 5e PIB par habitant, et qu'aujourd'hui, on a le 26e PIB par habitant. C'est à cause de ce que Pompidou, qui est un président pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais voilà, disait qu'il faut arrêter d'emmerder les Français, mais oui. Alors, vous n'allez pas les emmerder, les Français, ni les Cannois. 19 mai aujourd'hui. Comment ça va se passer, la réouverture? Parce que vous avez un peu, au sens négatif du terme, coché un peu toutes les cases. Hein. Il n'y avait plus de congrès, plus de casinos, plus de restaurants, plus de bars. Or, Cannes, c'est sa vie, toute cette activité, toute cette socialisation. Là, ça rouvre aujourd'hui. Je disais, Pierre Lescure sera votre invité, notre invité au début du mois de juin, le 4. Le festival va avoir lieu. Comment vous prenez les choses en main, là? Vous rentrez sur Cannes tout à l'heure, je sais. On ne se pose pas de questions. On doit, comme on s'en est pas posé depuis le début, enfin, les questions s'en posent, mais il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. Et moi, ce que je souhaite, c'est que s'il y a une reprise épidémiologique,
la règle soit la liberté avec la responsabilité. C'est qu'à tel degré d'épidémie, eh bien, tiens, on remet le masque à tel endroit, on se fait tester tous les jours, on a mis en place le système Comet, un système génial, qui par les eaux usées, j'ai des détecteurs tous les jours, permet de remonter, c'est pas simplement une cartographie de l'épidémie, ça permet de remonter vers les super contaminateurs. Vers Vous la savez source. que 10% des contaminateurs contaminent 80% des autres. Donc c'est ce qui se passe très bien en Corée du Sud, à Singapour, au Japon, dans On certains appelle ça pays la scandinaves. traçabilité, hein, c'est Ouais. ça. Et donc, en fait, par les eaux usées, on remonte 5 ou 6 jours avant la positivité au test RT-PCR. J'avais écrit une tribune avec Nicolas Bouzou là-dessus dans Dans le monde, absolument. Et donc, c'est là et c'est sur cette période-là, avant d'être positif, qu'on est pré-symptomatique et qu'on est super contaminateur. Donc, il faut qu'on arrive, et c'est ce que j'ai proposé moi, à plusieurs reprises au gouvernement, qu'on mette ces critères-là et qu'on dise, si l'épidémie reprend, ce qui est une probabilité, tout de suite, on ne tombe pas dans la facilité du théâtre où on dit, allez, on met un couvre-feu à telle heure, le marchand de chaussettes est fermé, mais le cordonnier il est ouvert. Voilà. Qu'on sorte de ces absurdités qui n'ont aucun sens sanitaire, où on fait des fausses coïncidences et corrélations qui ne valent pas causalité. Hein, moi, j'ai appris ça à l'école. Et donc, sur le tourisme d'affaires, nous, on a une économie avec 3 piliers à Cannes. On a le satellitaire. On est une ville spatiale et c'est notre première industrie, c'est la construction de satellites avec Thales, Alina Space. Il y a le nautisme et toute la filière nautique en soft et en hard. Enfin bon. Et il y a bien sûr le tourisme, c'est 50% du PIB, dont la moitié est sur le MICE, le secteur du tourisme d'affaires. Hein, donc l'événementiel, le congrès, le séminaire, le salon professionnel, avec le Palais des Festivals et des Congrès qui est devenu le premier de France en chiffre d'affaires hors Paris, enfin qui était devenu, et là qui a fait 81% de baisse de chiffre d'affaires. Et donc nous, c'est vital. On voit le Martinez qui a ouvert une grande salle. Donc là, il faut qu'on arrive à raconter le récit de Cannes repart. Moi, je me lis un tweet ce matin, j'ai montré nos campagnes de pub, Cannes repart, qu'on crée, et, vous le dites, là, voilà, et qu'on crée de l'esprit positif, parce qu'on est en concurrence mondiale, nos concurrents ne sont pas endormis, hein, c'est les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Autrichiens, Vienne est très fort aussi, et eux, ils vont chercher nos clients, ils vont démarcher les congrès. Ils leur apportent des éléments de fiabilité. C'est pour ça aussi qu'il fallait que Cannes soit bonne sur le plan sanitaire, parce que c'est un élément de compétitivité. Et ça sera un élément, c'est comme la sécurité des biens et des personnes, depuis le 11 septembre 2001, avec les attentats et tout, ça sera un élément de compétitivité. Et de différenciation. Ouais. J'ai une dernière question avant de passer aux questions des internautes. Il y en a beaucoup, David Lisnard. Comment est-ce qu'on recrée le collectif? Parce qu'il y a eu une sorte d'individualisme. C'est ma santé à moi, je me protège, on se dit plus bonjour, on se donne des coups de coude et tout. Il va falloir qu'on retrouve cette socialisation dans le monde de l'entreprise, évidemment, et puis aussi dans la vie quotidienne. Votre regard, vous par la responsabilité. L'individu, c'est bien, hein, c'est une belle invention, l'individu. Hein, l'individu qui est libre, c'est une belle invention des sociétés libérales. Et en plus, on a ajouté, nous, une dimension judéo-chrétienne qui est très forte, c'est la notion de personne humaine, donc qui a un rôle avec les autres. Et bon, je ne vais pas philosopher, je n'en ai pas le niveau d'ailleurs, mais dans l'entreprise, évidemment, ce sera le test, tant que la maladie est là. De se tester, c'est la base, de se tester, et puis d'avoir le réflexe de se protéger lorsqu'on est positif. Mais on est des êtres humains, on a besoin de se parler, de se toucher, de s'aimer, de s'engueuler. Boire un café ensemble. De boire un café, voilà, de dialoguer, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, enfin de dire, en disant que la vie humaine, elle n'est pas que biologique, elle est aussi spirituelle. Et culturel. Spirituel, ce livre, David Lisnard. Mais c'est tout à fait, techniquement, on sait le faire aujourd'hui. Plein de pays nous montrent l'exemple, on saurait le faire si on était méthodique et si on respectait les individus, si on ne s'alignait pas toujours sur les complotistes, sur les fadas, voilà. C'est-à-dire qu'entre dire il faut rester chez soi terré comme un cafard pendant des mois, et puis dire il faut aller dans la rue et s'embrasser, se rouler des pelles comme l'a fait Francis Lalanne, il y a un équilibre qui est celui de la précaution pour soi et pour les autres. La culture nous sauvera. Esprit sain dans un cœur sain, j'allais dire, puisque vous êtes un sportif aussi. Oui, c'est pas banal qu'un politique nous parle de culture. C'est pareil, vous me posez des questions très ouvertes, alors tout le monde le trouve. Mais j'ai l'intime conviction. Non, c'est pas par hasard. Par mon parcours de vie, par mon expérience à la tête de la ville de Cannes, que moi, ce qui m'indispose, c'est l'injustice. Et c'est cette société. Crozier l'a écrit, je sais pas, il y a 40 ans, la société bloquée. Et Bourdieu, Passeron l'avaient défini, sauf qu'eux, ils ont traduit ça en langage marxiste. Et donc, ils ont amplifié les inégalités et l'injustice et l'inéquité. C'est qu'il faut absolument... Notre société, aujourd'hui, elle a des forces centrifuges très dangereuses, multiples.
Et donc les Black Blocs, l'extrême gauche, la frustration qu'on a vue lors des Gilets jaunes de gens qui, à juste titre, se sentent déclassés. Vous ajoutez les racialistes et tout le délire de woke, la cancel culture. Donc il faut absolument retrouver du bien commun, un haut dénominateur commun. Et la culture, de dire nous sommes les dépositaires de grandes œuvres de l'esprit, d'un patrimoine qui fait que quelle que soit notre origine, qu'on soit de gauche, de droite, qu'on soit riche, jeune, vieux ou pauvre, ou d'origine maghrébine ou capverdienne ou bretonne ou provençale, on est les héritiers, les dépositaires de cette culture. Ça donne du sens, de la spiritualité. Et on a essayé de le traduire par des mesures très concrètes sur l'entretien du patrimoine, sur l'éducation artistique et culturelle, pour on brise les plafonds de verre et que les individus se disent « c'est pour moi ». Avec la culture, chacun peut se constituer un capital. Et je crois que chacun doit pouvoir se constituer ce capital. Et c'est en cela qu'on doit être très proactif pour que nos gamins, nos enfants, je répète, notamment des populations les plus pauvres, et qui ne se renferment pas dans un seul élément identitaire, qui soit un élément soit de sexe, soit de religion, soit d'origine, soit social, et qu'ils se disent « tiens, j'ai plein de palettes et je peux affronter le monde ». Moi, dans mon petit parcours, la culture m'a sauvé, j'ai eu de la chance. Et donc, c'est ce qu'on a voulu avec Christophe Tardieu transmettre par des propositions de politique publique et d'initiatives privées pour que la France ne peut pas être une grande puissance, ne peut plus être une grande puissance dans beaucoup de domaines. Mais on peut et on doit être une grande puissance. Dans certains domaines, la recherche et développement, on n'est que 2% du PIB, c'est un scandale. L'énergie, et on doit être une grande puissance éducative, une grande puissance également culturelle. Le déclin éducatif, quand vous voyez les tests PISA, ça devrait faire un débat national. Dire, mais comment ça? On n'est pas plus bête que les Finlandais, que les Coréens et que les Britanniques ou que les Suisses. Et pourtant, on accepte ce déconstructionnisme. Donc il faut reconstruire. La culture nous sauvera aux éditions de l'Observatoire. Les questions qui arrivent sur la tablette pour David Lisnard, notre invité. Alors, il y en a beaucoup, le temps passe. Question de Lionel. Est-ce que depuis votre première élection en 2014, les évolutions de la société, transition écologique, technologique, les mœurs, panorama politique, violence, rendent la mission d'un maire plus complexe et en quoi ? Alors, réponse courte, même si... ces tendances, elles sont anciennes, mais c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Si je sens qu'elle est de plus en plus complexe, ça veut dire qu'il faut que je le fasse de moins en moins. C'est-à-dire que je pense que notre société, aujourd'hui, est à un virage. Je le crois vraiment. Ça ressemble un peu à la fin de Louis-Philippe, ce que l'on vit, avec en plus un problème civilisationnel dû à une immigration qui a été non maîtrisée et qui crée des ghettos urbains et des forces centrifuges très fortes. Mais oui et non. À l'échelle communale, on arrive à créer quand même ce sentiment de communauté. Je pense que c'est une des rares institutions qui résiste encore, qui fait de l'acculturation et de l'assimilation. Dans tous les domaines, ce n'est pas que ethnique, évidemment. Question d'Emmanuel. Pensez-vous que le secteur de la culture pourra se relever de la crise sanitaire ? Et j'ai une autre question en corollaire, signée Jacques. David Lisnard est un maire sensible aux questions de culture. Celle-ci est-elle mieux défendue et illustrée par le pouvoir local ou le pouvoir national ? Qui garantit mieux la liberté de pensée et de création ? Alors, cher Emmanuel, cher Jacques, deux bonnes questions complémentaires. Donc, je pense que bien sûr que le secteur culturel va se relever. Certaines ne s'en relèveront pas, mais d'autres vont émerger. 2, je pense que la culture doit être avant tout le fruit d'une initiative privée et que la puissance publique doit arriver en subsidiarité pour définir un tronc commun de transmission culturelle et veiller à l'accessibilité à la culture. Et d'ailleurs, ça a été la grande réussite française de Malraux à Jack Lang, et au successeur de tous les ministres de la Culture, c'est d'avoir construit une politique de l'offre qui fait qu'il n'y a plus de désert culturel en France, et c'est assez unique dans le monde. Et ça, il faut qu'on en soit fier, avec de belles infrastructures. Oui, à proximité, partout. Il faut développer une politique de la demande, parce qu'aujourd'hui, cette politique de l'offre ne s'adresse qu'aux mêmes personnes. Ouais. Et il ne suffit pas de mettre de la culture dans la rue, de mettre de la gratuité dans un musée pour créer de la démocratisation. En fait, c'est les mêmes qui vont dans les musées, sauf qu'ils ne paient plus. Voilà, c'est ce qu'on a constaté. Donc c'est là où, par l'éducation, par la transmission, et puis, je répète, c'est l'initiative locale. Ensuite, sur le local et le national. Donc le national, il doit donner un tronc commun. Nous, on va très loin, c'est très provocateur. Je dis qu'on doit définir même un répertoire de grandes œuvres de l'esprit. C'est tout le contraire du déconstructionnisme que chaque Français doit acquérir, dont chaque Français doit acquérir la connaissance. On va dire les basiques. Les basiques, une verticalité, on apprend, puis ensuite, la culture, c'est de l'émotion, c'est du partage, c'est horizontal. Mais qui est au moins ce prérequis. Voilà. Et donc, l'État ne doit plus entraver.
il y a une distance, comme toujours, il y a une grandiloquence des mots puis une impuissance dans les actes. Quand vous regardez toutes les lois sur l'éducation artistique et culturelle, si vous lisez la loi, si on croit que la loi est appliquée, on se dit que la France est le paradis de l'éducation artistique et culturelle. Or, ce ne sont que quelques collectivités qui le font. La loi n'est pas appliquée parce que l'État n'assume pas son rôle. Donc là-dessus, on propose de relancer France Muséum. Là, on a une ingénierie culturelle qui est la meilleure au monde. On peut exporter notre modèle. On l'a fait sur le Louvre à Abu Dhabi, qui a rapporté 1 milliard dont vous parlez dans le livre, d'euros. Hein, voilà. Donc, on peut être conquérant au sens, au sens ambitieux. Hein. Ouais, avoir une ambition. Et aujourd'hui, de mémoire, si on enlève le budget de l'audiovisuel public, qui est encore autre chose, le budget de la culture, du ministère de la Culture, c'est entre 3 500 000 et 4 milliards selon ce que l'on met dedans. Les seules communes pour la culture de France dépensent 7 milliards 800 millions. Voilà. Oui, et je le répète, l'argent public, il est rare. Donc, pour moi, mon but, ce n'est pas qu'il y ait plus d'argent public dans la culture, c'est qu'il y ait plus d'initiatives culturelles. Question de Jean-Michel, une question sur le traitement local et régional de la pandémie. On y revient, hein, David Lisnard. Le gouvernement a tout fait au début par lui-même, avec des mesures uniques et sans concertation avec les collectivités territoriales. Il n'a pas refait la même erreur à l'automne, c'est ce que dit Jean-Michel, au point de décréter des mesures différenciées selon les départements, surtout pendant le 3e confinement. Alors quel est votre sentiment sur cette, on l'a un peu dit, hein, sur cette gestion au fil du temps, avec des compromis, des ajustements, parfois au doigt mouillé, hein, Donc, je répète, au début, c'était compliqué et difficile. Ensuite, moi, je pense qu'à l'automne, ça a été très mal géré. Parce que là, pour le coup, je pense que le gouvernement, l'État n'a rien fait cet été. Pardonnez-moi, mais l'Angleterre désigne ses responsables de la vaccination au mois de juin. Donald Trump, dont je ne suis pas un fervent admirateur, fait le choix du vaccin. Nous, on lui fait la leçon. Le vaccin ne sera pas prêt. C'est l'arrogance un peu française ? Je ne sais pas, c'est peut-être, je ne veux pas faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il y a une arrogance française, mais il y a peut-être de l'autosuffisance de certains en tout cas. Ouais. Moi je l'ai vu dans notre département, on avait un taux d'incidence à Cannes qui était moins de la moitié du reste du département. On a eu le couple maire-préfet n'existait pas dans la réalité. Les préfets apprenaient par la télé et on leur disait ce qu'il fallait faire. Et avec le maire d'Antibes de Grasse, on disait à l'Ouest, on disait écoutez, nous on préfère des mesures beaucoup plus efficaces, ciblées pour isoler les contaminateurs. Ça a été balayé et on nous a mis un couvre-feu et un confinement parce qu'il fallait qu'on soit exactement aligné sur le reste du département. Autrement, ce n'était pas politiquement correct. Si on ne faisait pas pareil qu'à Nice, ce n'était pas politiquement correct. Donc, non, je pense que ça a été très, très mal géré. Et objectivement, vous savez, la vaccination, c'est aussi un révélateur. C'est une femme qui est en charge de la logistique de la vaccination, une femme de grande qualité, certainement, il n'y a pas de problème, mais elle a été désignée 3 semaines après la vaccination de Morissette. La célèbre Morissette. C'est-à-dire qu'on a eu Tintin chez les Soviets, au village Potemkin, Morissette se fait vacciner un dimanche pour montrer qu'on bosse le dimanche, mais il n'y avait qu'une dose, tout le monde applaudit, puis la caravane médiatique part, il n'y a pas de dose. Et la vaccination, c'est de la logistique, c'est soit de la production, l'invention de la production, de l'acquisition. On n'a pas inventé, on n'a pas produit, on a mal acheté, et ensuite on a mal distribué. Dans vos entreprises, si vous loupez toutes ces étapes, je ne pense pas qu'on vous félicite et qu'il n'y ait pas de remise en cause. Donc non, je ne vais pas être hypocrite, je ne veux pas être manichéen, je n'aime pas ça, mais je pense qu'à l'automne, en particulier, ça a été très mal géré. C'était mieux géré il y a 1 an parce que la maladie était nouvelle. 2 autres questions pour terminer, parce qu'on est un petit peu en retard. Question de Karine, l'autorité est-elle la seule option pour faire fonctionner la France ? Mais l'autorité, c'est comme la liberté. Moi, je n'oppose pas l'autorité et la liberté. En dictature, l'autorité et la liberté s'opposent. Mais en démocratie, précisément, c'est l'autorité qui est la garante de la liberté, mais une autorité légitime, juste, sur quelques règles et pas une multitude d'interdits a priori. Aujourd'hui, on confond autorité et autoritarisme. Donc comme on n'a plus d'autorité, comme on ne fait pas exécuter les peines, 40% des peines de prison ne sont pas exécutées, 96% des demandes de droit d'asile déboutées ne sont pas exécutées et renvoyées sur le pays d'origine, eh bien on surjoue l'autoritarisme. Alors on surjoue l'émotion quand il y a des faits divers, puis ensuite on surjoue la législation. La grande scène de la politique. C'est le grand théâtre qui fait énormément de mal précisément à l'autorité. L'autorité, c'est celle du contrat social. Donc il y a un besoin profond d'autorité en France. Certains l'ont écrit et très bien dit, je pense à Thibault de Montbrial par exemple, mais l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme et c'est surtout pas l'arbitraire. Or aujourd'hui, le manque d'autorité crée de l'arbitraire, donc se fait au détriment de la liberté. Je suis désolé, le marchand de chemise, pour moi, il est victime d'arbitraire quand il ne peut pas travailler, contrairement au marchand de bourreau. Il n'était pas essentiel. Voilà. Et dernière question, en guise de clin d'œil, elle est signée Antoine.
Il y en a qui y pensent tous les jours en se rasant. À qui pensez-vous quand vous tapez sur votre sac de frappe qui est dans votre bureau, David Lisnard? Je pense au sac de frappe, voilà. Et malheureusement, je tape de moins en moins fort sur ce sac de frappe parce que je deviens un vieux monsieur. Mais la boxe anglaise, comme la course à pied, le tennis, le foot... font partie de votre hygiène de vie. Et la natation font partie de ma petite vie. Voilà. Le sport et la culture sont les deux sources d'émancipation individuelle et de lien social. Et devrait faire l'objet de beaucoup de soins politiques. Merci beaucoup David. Merci vous restez avec nous, monsieur le maire de Cannes, et également porte-parole de l'Association des maires de France. On a notre regard aiguisé pour clore cette émission, puis je vous ferai réagir David Lisnard avant de se quitter. C'est évidemment Christophe Barbier, et c'est maintenant. Merci et merci d'être avec nous. Merci, merci. Et on a écouté ça avec passion. Et j'étais ravi de retrouver beaucoup de choses que j'ai mises dans mon livre, La tyrannie de l'épidémie, mais hélas, on a été très minoritaire, très minoritaire sur ce terrain-là. Voilà, donc moi, en filigrane de ce qu'on a entendu, j'ai entendu quand même aussi quelque chose qui est un petit peu la mise en valeur des territoires, c'est-à-dire la mise en valeur du fait que, certes, le jacobinisme est une chose bien ancrée chez nous, mais enfin que les relents du girondisme, dit-on, sont encore vivants. Hein, sont encore vivants, et je crois que ça fait plaisir. Alors je l'ai ressenti un peu comme ça, et c'est pour ça que, comme d'habitude, si je vous dis territoire, Christophe, vous me répondez? Je vous réponds carte ou cartographie, parce qu'on ne connaît bien un territoire que si on est capable de le dessiner. Alors regardons un peu l'histoire de la cartographie sur notre planète. On peut commencer à dater la véritable cartographie sérieuse de 150 après Jésus-Christ. C'est Ptolémée, un gréco-égyptien, qui va essayer de dessiner la première carte de l'Europe. Comment il procède? Il est malin, il regarde à quelle heure a été observée la même éclipse de lune à différents points du territoire européen. Et il constate qu'on n'a pas eu la même observation à la même heure, et donc il y a un décalage. À fonction de ce décalage horaire, il fait de la mathématique, il fait de la trigonométrie, et il arrive à dessiner une carte imprécise, mais il y arrive quand même. Première leçon, la mathématique permet de faire de la cartographie et de connaître son territoire. Allez, on fait un saut de 1000 ans, on est au XIIe siècle, on est en Sicile avec Al-Idrissi, qui est un cartographe arabe, qui est au service de Roger de Sicile, et il va composer, Idrissi, le livre de Roger, c'est-à-dire le premier recueil de plusieurs dizaines de cartes pour voir comment on connaît l'Europe. Alors comment fait-il, Idrissi? Comme il est en Sicile, il interroge les marins qui passent. Et il y a beaucoup de marins qui passent en Sicile. Ceux qui reviennent de l'Orient et qui vont à Marseille, ceux qui viennent d'Europe du Nord et qui vont à Venise. On s'arrête en Sicile, Idrissi interroge les marins, il dessine une carte. Et pour les zones blanches, les zones terrestres où il n'y avait pas vraiment de renseignements par les marins, il envoie des émissaires, un peu comme on l'a fait depuis avec le guide du routard, par exemple. Et à partir de là, il fait sa carte. Allez, encore un petit saut. On est au XIVe siècle, on est avec Abraham Krek, qui est un juif de Majorque, et il va, lui, composer le premier portulan. Alors il regarde les étoiles, et à partir des étoiles, il fait des cartes qui permettent notamment de naviguer en pleine mer, de s'éloigner du cabotage. Et grâce à lui, le cabotage va devenir une navigation de pleine mer, et on va découvrir, un siècle plus tard, on va découvrir le nouveau continent, on va découvrir tout simplement les Amériques en traversant l'Atlantique. Un de ces portulans d'ailleurs de Krek aura été offert au passage à Charles V, roi de France, mais hélas, on est dans la guerre de 100 ans, on est occupé à d'autres choses, on ne va pas découvrir l'Amérique. Avec la France, on retrouve déjà quelques travers de notre pays dont parlait David Lisnard. Continuons, restons en France et là ça se passe mieux. Alors là, on est un peu plus tard, on est au début du XVIe siècle avec Oronce Finet. Oronce Finet est un géographe italien que François Ier a attiré en France, il n'a pas attiré que Léonard de Vinci, et Oronce Finet, on lui demande de faire une carte de France. Comment faire une carte de France? Mais il constate que la France, justement, n'est pas encore un pays jacobin, n'est pas encore la France de la monarchie absolue. C'est un pays décentralisé. Alors il va voir les provinces, comme on dit, il va voir les régions. Il n'y a pas de carte de France, mais dans le Berry, on a une carte du Berry. Dans le Languedoc, on a une carte du Languedoc. Il rassemble toutes ces cartes, il voit ce qui ne colle pas aux frontières et il corrige, et il arrive à produire en 1525 la première carte de France imprimée. François Ier est pétri de reconnaissance, et il propose à Oronce Finet de piloter avec d'autres la constitution d'une institution qui sera le Collège de France. C'est-à-dire l'institution qui va être le premier empire, le premier royaume de tous les savoirs que l'on a en France. Ça vient par la constitution d'une carte des territoires de France, des territoires décentralisés, par la géographie. Vous voyez qu'on retrouve un peu ce qu'on a entendu quant au déboire de la France trop jacobine pendant la gestion de l'épidémie et de la vaccination. Merci, je crois que comme d'habitude c'était éclairant.
Moi, ça m'a fait penser à une chose, c'est que, bon, vous connaissez sans doute, bien entendu, cette salle des cartes du Vatican, qui est assez extraordinaire parce que, finalement, elle a été dessinée à partir du Vatican, et donc tous les pays qui sont représentés dans cette salle des cartes sont représentés à partir du Vatican. C'est ainsi que, par exemple, pour prendre un exemple qui m'est proche, la Corse, vous la voyez non pas avec son doigt en l'air, mais avec son doigt en bas, parce qu'elle est quelque part vue du Vatican, et elle n'est pas vue de Paris. Donc voilà, et là aussi, bel exemple de jacobinisme inversé. Merci. À Jean-Pierre Hulot, et puis évidemment merci à Christophe Barbier, toujours aussi pertinent et pointu. Et puis moi je suis toujours impressionné, Christophe, par cette aisance et cette fluidité avec vraiment du contenu. On parlait de centre du monde avec le Vatican à l'instant avec Jean-Pierre. Cannes, le centre du monde avec le festival qui revient, David Lisnard. Hein. C'est le centre du monde des Cannois. Et ouais, le festival qui revient, et bon, on verra quelle sera la réalité du format du festival, mais en tout cas sur le plan artistique, on sait qu'on aura une grande édition. Sur le plan commercial, ça sera beaucoup plus difficile parce qu'il va nous falloir 2-3 années, je pense, pour toutes les manifestations que l'on accueille, le MIPIM, le MIPTV, le MIPCOM, Cannes Série, pour retrouver le volume des marchés. Mais pour nous, c'est essentiel. Et pour la France, je crois que c'est essentiel de montrer la capacité d'accueillir de façon sécurisée des événements de haut niveau. C'est le plus grand festival culturel au monde. Il est en France. Il est à Cannes, sachons le savourer. Voilà, et on a savouré également votre présence et vos propos. Merci beaucoup David Lisnard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prochain rendez-vous, prochain invité, justement, Monsieur Pierre Lescure. Pierre Lescure qui sera évidemment à Cannes. Conférence de presse du Festival de Cannes, ce sera le 3 juin. Et puis, le 4 juin, il nous fait l'amitié d'être à votre place, David Lisnard, il sera là. Merci à toutes les équipes ici de l'ISCPA, avec Emmanuel qui les dirige. Merci à Jean-Pierre Hulot, puis toutes les équipes d'organisation de notre événement, Karine Leclerc, Frédéric Bruno, Ndjou Lessal, et j'en oublie. Merci à nos amis de la technique et à la réalisation. Et merci à vous de nous suivre toujours fidèlement, évidemment à suivre en replay. Ce DPA Acte 4 avec comme invité David Lisnard est terminé. À très bientôt. Rendez-vous le 4 juin.